Bienvenue à toutes et à tous. On se projette en janvier 2026 pour ce rapport de situation un peu particulier. On va plonger ensemble au cœur des nouveaux conflits mondiaux. Des conflits où, vous allez le voir, les champs de bataille sont de plus en plus invisibles. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent dans nos têtes. Cette phrase, elle est extraite d'un document stratégique et elle dit tout. Elle résume parfaitement l'enjeu aujourd'hui. Ce qui est visé, ce n'est plus un territoire physique, non, c'est notre perception même de la réalité. Rien que ça. Alors, pour bien saisir de quoi on parle, cette nouvelle doctrine, le mieux, c'est de commencer par un exemple très concret. Une opération qui illustre à la perfection les mécanismes en jeu. Prenons un nom qui fait froid dans le dos, l'opération Tsar-e-Bomba. Son objectif, il n'est pas physique, il est entièrement perceptuel. Il s'agit de faire basculer la réputation de quelqu'un de journaliste crédible à agent de désinformation. Le point vraiment crucial, c'est qu'une fois que les algorithmes ont franchi ce seuil, eh bien, le retour en arrière est quasi impossible. La crédibilité, une fois qu'elle est détruite numériquement, elle est littéralement atomisée. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie, loin de là. Les documents stratégiques qu'on analyse ici, ils identifient des cibles très précises, justement pour ancrer la menace dans le monde réel. On parle ici d'un journaliste connu et de son groupe médiatique. Maintenant, passons à l'arsenal. Quelles sont les armes utilisées dans ces conflits cognitifs? Concrètement, comment on s'y prend pour manipuler la perception des gens à si grande échelle? Le concept qui englobe tout ça, c'est la guerre cognitive. C'est une doctrine où maîtriser l'info, les algorithmes et même le sens des mots, ça devient la condition sine qua non de la souveraineté. Alors cet arsenal sémantique, il se compose de plusieurs armes. Les noms peuvent paraître un peu barbares, mais ils désignent des méthodes hyper sophistiquées pour manipuler ce que les moteurs de recherche et les intelligences artificielles nous présentent comme étant la vérité. On va explorer les principales. L'empoisonnement d'entités, par exemple, c'est une sorte de calomnie numérique à l'échelle industrielle. En gros, on associe une cible à des milliers de pages web toxiques. Résultat, on force les algorithmes à la considérer comme coupable, ce qui lui crée une réputation négative quasiment impossible à nettoyer. C'est dévastateur. Et puis, il y a l'autre grande évolution, le GEO, ou l'optimisation pour les moteurs génératifs. Hier, le but du jeu, c'était d'être premier sur Google. Aujourd'hui, le but, c'est d'être la source citée par une IA comme ChatGPT. Pourquoi? Pour devenir sa base de connaissances et, au final, pour façonner sa version de la réalité. Bon, maintenant qu'on a vu les armes, voyons qui sont les combattants sur ces nouvelles lignes de front. On va voir que la taille ne fait plus toujours la force, bien au contraire. Le paradigme du combat a complètement changé. On est passé de grandes armées, lourdes et très hiérarchiques, à de petits groupes hyper réactifs. Ils s'inspirent d'un vieux principe militaire prussien, l'Auftragstactik. L'idée, c'est de donner une autonomie totale aux opérateurs sur le terrain pour qu'ils puissent exploiter une faille dès qu'elle apparaît, sans attendre la validation d'un supérieur. L'agilité, c'est la clé. Et attention, ces armes numériques, elles ont des conséquences financières très, très concrètes. Le short-selling cognitif, par exemple, ça militarise carrément la spéculation boursière. On détruit la réputation d'une entreprise pour faire chuter son action en bourse et pour s'enrichir sur son dos. C'est la militarisation de l'information financière. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ces attaques cognitives sont-elles si efficaces? Eh bien, parce qu'elles ne sortent pas de nulle part. Elles exploitent un terreau fertile de crises bien réelles, des crises qui érodent la confiance dans nos sociétés. Prenons un exemple local. Bruxelles, 92 fusillades recensées en 2024. Ce chiffre, ce n'est pas juste un fait divers. C'est le symptôme d'une véritable rupture de l'ordre social. Et ça nourrit un sentiment d'insécurité et de méfiance généralisée. À cette insécurité, vous ajoutez une crise économique. La dette de la région bruxelloise a explosé pour atteindre 10,4 milliards d'euros. Une telle pression économique, ça fragilise encore plus le contrat social et la confiance des gens dans la capacité des institutions à gérer la situation. Et ce phénomène, il est global. Les pressions géopolitiques, comme les sanctions internationales, ont par exemple mené à l'exil de plus de 7 millions de Vénézuéliens. Chaque crise, qu'elle soit sécuritaire, économique ou géopolitique, devient une fissure dans laquelle la méfiance peut s'engouffrer. Au final, toutes ces crises, qu'elles soient locales ou mondiales, alimentent un effondrement de la confiance envers les institutions. C'est ce qu'on appelle le trust decay, l'érosion de la confiance. Et c'est précisément dans ce climat de doute que la désinformation et la manipulation trouvent le terrain de jeu idéal pour se développer. Mais face à cette menace grandissante, une contre-offensive est en train de s'organiser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne vient pas des États, mais de la société civile elle-même, qui cherche à construire sa propre résilience. Le pilier de cette réponse, c'est un concept, l'éducation permanente. Oubliez l'idée de simple cours du soir. Ici, on parle d'une démarche stratégique,
une sorte de démocratie culturelle en action. C'est une véritable forme d'autodéfense de la société. Et cette démarche, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Non, elle s'appuie sur une méthodologie très structurée et des outils concrets. Des méthodes qui visent à transformer notre expérience vécue en action collective, à surveiller le pouvoir de manière indépendante, ou encore à permettre à tout un chacun de s'approprier des savoirs complexes pour forger sa propre analyse. Cet effort se traduit par des objectifs très clairs, très mesurables. Par exemple, un collectif citoyen s'est fixé comme but de former 100 personnes aux techniques d'enquête d'ici la fin 2026. Il s'agit vraiment de redonner aux gens le pouvoir d'agir. La contre-stratégie ultime face à la guerre cognitive, elle pourrait se résumer dans cette image, aussi surprenant que ça puisse paraître. Face à l'obscurité et à la méfiance, la réponse proposée, c'est une philosophie basée sur le dialogue, la dignité et le respect mutuel. C'est un contraste assez saisissant qui nous rappelle qu'une autre voie est possible. On termine donc sur cette question qui est loin d'être anodine. On est entré dans l'ère de la manipulation mutuelle assurée. À l'heure où manipuler l'information est devenue une arme de destruction massive, notre capacité à rester critique, à garder notre esprit résilient, est-elle peut-être devenue notre toute dernière ligne de défense? Le véritable enjeu de notre souveraineté est finalement de notre liberté.